L'Iran traverse aujourd'hui l'une des crises les plus profondes et les plus déstabilisantes de son histoire moderne, alors que l'autorité autrefois incontestée des gardiens de la Révolution semble s'effondrer au cœur même des grandes artères de Téhéran et des provinces reculées. Ce qui était autrefois un bastion de stabilité répressive s'est transformé, en l'espace de quelques jours, en un véritable théâtre de guérilla urbaine et de paranoïa systémique. Le 1er mai dernier, un événement a agi comme un catalyseur de cette décomposition. Une explosion d'une violence inouïe a secoué la région de Zanjan, dans le nord-ouest du pays, frappant le régime au cœur de son dispositif de protection le plus sophistiqué. Le bilan est lourd, non seulement par le nombre de victimes, mais surtout par la qualité des hommes tombés ce jour-là. Selon les informations rapportées par le média Iran International et confirmées par plusieurs sources de renseignement, 14 soldats d'élite appartenant à l'unité Ansar al-Mahdi, le corps chargé de la protection des plus hautes personnalités du régime, VIP Protection Unit, ont été littéralement pulvérisés en quelques secondes. Parmi les morts figure une figure centrale de l'appareil sécuritaire, le haut commandant Ali Moussavi Havaï, un homme dont la perte résonne comme un aveu de vulnérabilité pour le guide suprême et l'ensemble de l'élite dirigeante. Si l'on se fie au communiqué officiel diffusé par Presse TV, le média d'État, cet incident ne serait qu'un tragique accident survenu lors d'une opération de routine de déminage de munitions non explosées sur une zone contaminée de 1200 hectares. Pourtant, une analyse rigoureuse des faits sous le prisme des doctrines militaires et des protocoles de déminage internationaux contredit frontalement cette version. Dans toute opération de neutralisation d'explosifs, la concentration d'autant de personnel de haut niveau, rattaché à la garde rapprochée du régime, sur un seul point géographique et avec une telle densité, défie toute logique opérationnelle. Les rapports du Times of Israel, étayés par des sources de renseignement en libre accès issues de la diaspora, suggèrent une réalité bien plus sombre. La mort simultanée de 14 cadres d'élite, dont le commandant Havaï, ressemble davantage à une opération de sabotage de haute précision qu'à un simple accident du travail. Les détails qui émanent de la région via Al Arabiya indiquent que l'explosion aurait été déclenchée à partir de coordonnées extrêmement précises, vraisemblablement fournies de l'intérieur même du système. Cette brèche béante dans le réseau de renseignement des gardiens de la Révolution, Pasdaran, révèle qu'un trou noir s'est ouvert au cœur de l'architecture sécuritaire iranienne. Ceux qui ont péri à Zanjan ne sont pas des soldats ordinaires. Ils constituaient le système nerveux central du régime, les cerveaux en charge de la planification opérationnelle et de la sécurité des dignitaires. L'émergence d'une structure de résistance organisée en cellules clandestines, surnommées les gardes immortels, témoigne d'une infiltration directe dans les zones les plus protégées. Ces groupes ne se contentent plus de manifester dans les rues. Ils frappent désormais l'appareil militaire de l'intérieur, transformant les protecteurs en cibles exposées. Cette situation engendre une paranoïa sans précédent dans les couloirs du pouvoir à Téhéran. Le guide suprême Khamenei et son état-major, conscients que même leur garde d'élite, Ansar al-Mahdi, peut être éliminé en un instant, vivent désormais dans la crainte constante de leur propre ombre. L'incertitude quant à la loyauté des gardes du corps ou des assistants proches a poussé les hauts dirigeants à se retirer dans des bunkers profonds, changeant de routine quotidienne de manière erratique pour échapper à d'éventuels assassinats. Le régime, qui a exporté le chaos et l'instabilité à travers tout le Moyen-Orient pendant des décennies, se retrouve aujourd'hui pris au piège dans ses propres palais, étranglé par la peur d'une trahison interne. Lorsque le bouclier protecteur s'effondre de l'intérieur, il ne reste qu'une suspicion absolue et un effondrement psychologique lourd, né du sentiment qu'une menace de mort pèse en permanence sur la nuque de chaque dirigeant. Cet effondrement se traduit également par une stratégie de gestion de l'information qui a basculé dans un véritable système d'apartheid numérique. Pour compenser la perte de contrôle physique sur le territoire, le régime tente d'imposer une domination disproportionnée dans le domaine cybernétique. Grâce au système des cartes SIM blanches, l'accès à l'Internet mondial est désormais un privilège réservé exclusivement aux élites de confiance,
tandis que le reste de la population est plongé dans une obscurité communicationnelle totale. Il ne s'agit plus ici d'une simple censure, mais d'une tentative délibérée d'isoler la société du monde extérieur. Le cas tragique rapporté par le New York Post illustre cette dérive. Ahmed Aladdin, un civil, aurait été battu à mort par les forces de sécurité pour le simple fait de posséder un kit Starlink à son domicile. Cet acte montre que pour le régime, la capacité d'un citoyen à communiquer librement est devenue une menace existentielle. Cependant, cette répression féroce ne parvient pas à briser la résistance. Les images et les informations qui fuitent à l'étranger via des réseaux satellites alternatifs brisent le monopole de l'information de l'État et exposent sa vulnérabilité. La question qui taraude les analystes est de savoir comment les gardes immortels parviennent à obtenir des coordonnées militaires aussi classifiées. La réponse se trouve dans l'effondrement géoéconomique du pays. Un appareil de sécurité ne repose pas seulement sur l'idéologie, mais sur les rouages économiques qui le financent. Aujourd'hui, en Iran, ces rouages sont bloqués. La chute libre du rial iranien et la spirale inflationniste, documentées par les publications économiques internationales, ont transformé la survie quotidienne en un combat désespéré, y compris pour les militaires. La stratégie d'étranglement financier menée par les États-Unis a frappé les structures de holding des gardiens de la Révolution, tarissant les flux de liquidités. Il en résulte un phénomène de marché noir de la loyauté, où le renseignement militaire est vendu aux plus offrants. Des soldats de rang inférieur, dont les salaires ne sont plus que des morceaux de papier sans valeur, ont commencé à monnayer les itinéraires et les horaires de leurs supérieurs pour nourrir leurs familles. Ceux qui ont murmuré les coordonnées des 14 officiers à Zanjan étaient très probablement leurs propres frères d'armes, abandonnés par un système en faillite macroéconomique. Cette mutinerie implicite au sein de la hiérarchie militaire se propage silencieusement là où l'argent et la sécurité font défaut. L'ébranlement d'une structure politique commence souvent par ces fissures microscopiques dans les capillaires du système, qui finissent par fusionner pour signaler un effondrement structurel total. Sur le plan tactique, les gardiens de la Révolution subissent un effet de ricochet irréversible. La perte de personnel d'élite et les opérations de type hit and run dans les centres urbains provoquent une fracture majeure dans la psychologie des troupes. Les milices Basij, habituées à intimider la population, se sentent désormais piégées à leur propre point de contrôle. On observe une hésitation croissante des soldats à rejoindre leur poste, des patrouilles nocturnes qui faiblissent et une diminution marquée de la visibilité militaire sur le terrain. Le mur de la peur a été franchi. Les manifestants ne se contentent plus de slogans, mais s'organisent en cellules capables d'analyser les points faibles du régime pour frapper directement les terminaisons nerveuses du système. Cette menace asymétrique oblige les gardiens de la Révolution à détourner leur attention de la politique étrangère et des guerres par procuration pour se concentrer quasi exclusivement sur leur propre crise de sécurité intérieure. En réponse, le régime s'enfonce dans une spirale de violence qui ne fait que délégitimer davantage son autorité. La paranoïa d'État considère désormais l'information comme une arme de destruction massive. Mais le flux de données vers les organisations médiatiques et les analystes étrangers, alimentés par des solutions comme Starlink, rend ce blocus numérique poreux. Les explosions entendues la nuit et les sabotages dont les nouvelles circulent de bouche à oreille redonnent un élan constant au potentiel de protestation sociale. Même dans des bastions idéologiques comme Machhad ou Qom, les signes d'une crise de loyauté se multiplient, signalant que le mécontentement a atteint la base même du régime. Le manque de confiance interne paralyse les mécanismes de prise de décision, les commandants suspectant leurs propres subordonnés de trahison. À cette vulnérabilité interne s'ajoute un isolement géopolitique croissant. La stratégie d'usure asymétrique menée par l'administration américaine maintient Téhéran dans un cycle d'incertitude permanente. Le rejet successif des propositions diplomatiques iraniennes, qui visaient à offrir des concessions sur le détroit d'Ormuz tout en protégeant le programme nucléaire, montre que Washington ne compte pas relâcher la pression. Les forces navales du CENTCOM
continue d'exercer une surveillance stricte dans les eaux internationales, restreignant la liberté de mouvement de la marine iranienne. Face à cet étranglement, les réponses des gardiens de la Révolution semblent de plus en plus déconnectées de la réalité militaire moderne. Les informations révélant un projet d'entraînement de dauphins pour poser des mines sous-marines sur les navires de guerre américains témoignent d'un épuisement de la pensée opérationnelle. L'idée d'opposer des mammifères marins à des systèmes de sonar avancés et à des forces navales intégrées par satellite est perçue non pas comme une innovation, mais comme un signe de désespoir profond. Ce déclin des capacités réelles de l'armée iranienne est flagrant. Sur la scène politique intérieure, les tensions entre les faucons des gardiens de la Révolution, qui contrôlent le ministère de la Justice, et l'équipe du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'accentuent. Le président Pezeshkian semble systématiquement écarter des mécanismes de décision, les militaires cherchant à prendre le contrôle total de l'arène politique pour pallier leur perte de prestige. Cependant, cette centralisation du pouvoir signifie que l'échec potentiel retombera uniquement sur les épaules des gardiens de la Révolution. D'un point de vue européen, l'équation se complique également pour Téhéran. Les discussions sur l'intégration de la défense européenne et les avertissements sérieux émis par les ambassades américaines concernant les menaces asymétriques d'origine iranienne poussent les pays européens à adopter une ligne diplomatique plus dure. L'isolement global de l'Iran s'approfondit tandis que ses alliés régionaux, comme le Hezbollah au Liban, subissent des revers majeurs face aux forces de défense israéliennes, faute d'un soutien logistique et financier suffisant de la part d'un parrain lui-même en crise. En conclusion, la confluence de ces facteurs, l'étranglement au détroit d'Ormuz, les explosions de dépôts de munitions à Zanjan, le rejet des propositions diplomatiques et la traque des forces de sécurité dans les rues, dessinent le portrait d'un régime qui a perdu sa boussole dans le labyrinthe de sa propre construction. L'appareil de répression que l'on présentait comme invincible au Moyen-Orient n'est plus qu'une structure fatiguée, luttant pour sa survie sur son propre sol. L'autorité des gardiens de la Révolution s'effrite devant les yeux de citoyens qui ne croient plus au récit officiel. Entre un étau économique impitoyable et une pression interne exercée par des cellules de résistance infiltrées, le système iranien semble entrer dans une phase de décomposition irréversible. Ce qui se joue actuellement à Téhéran et dans ses provinces n'est pas une crise ordinaire, mais l'acte final d'un acteur régional majeur qui voit son influence et sa stabilité s'évanouir. La question reste désormais de savoir si un régime dont la loyauté des soldats s'échange au marché noir peut encore résister longtemps à ce double blocus interne et externe. Et si le prochain objectif des gardes immortels, grâce à ces fuites de données profondes, ne sera pas directement le cœur névralgique